À Milldown, Dartmoor, Angleterre, les premières heures du 27 décembre 1943. Un flanc de colline enveloppé dans l'obscurité. Un plafond de nuages bas, pesant sur les landes, comme un poids que nul ne pouvait soulever. Quelque part au-dessus, les 4 moteurs rugissants d'un 24 Liberator fendaient la nuit, volant bas dangereusement bas, à peine 180 mètres, au-dessus d'un paysage de crêtes et de vallées qui se dérobait sans prévenir sous eux. À l'intérieur de l'appareil, 8 hommes faisaient ce pourquoi ils avaient été entraînés naviguer à la lumière de la Lune, maintenir l'altitude au-dessus d'un terrain qui pouvait les tuer s'ils perdaient leur concentration ne serait-ce qu'un instant, ils l'avaient déjà fait. C'était parmi les meilleurs que le corps aérien de l'armée américaine pouvait offrir. Et dans 8 jours à peine, ils devaient entrer dans l'histoire, en effectuant la toute première mission entièrement américaine d'une opération top secrète qui pourrait contribuer à faire basculer le cours de toute la guerre. Ils n'en eurent jamais l'occasion. Au printemps 1942, la Seconde Guerre mondiale dévastait la campagne européenne. Mais la guerre ne se limitait pas à l'Europe. La côte est des États-Unis était en état d'alerte élevé après plusieurs observations et attaques contre des navires alliés par un prédateur mortel, rôdant juste au large le sous-marin allemand connu sous le nom de U-Boot. L'Allemagne avait réussi à positionner ses sous-marins si près des plages américaines que la menace semblait presque impensable. Depuis 1942 et peu, être avant ces bâtiments patrouillaient les couloirs maritimes à vue des côtes. En réponse, des bases de l'Air Force et de l'armée commencèrent à surgir tout le long de la côte est. Depuis l'aéroport de la 36 rue de Miami jusqu'à Chatham Field à Savannah, en Géorgie, en remontant jusqu'à Dawfield, dans le Maine. Même le golfe du Mexique eut ses propres terrains d'aviation pour garder le littoral, avec des avant-postes à Galveston, Gulfport et Drewfield à Tampa, en Floride. Des bombardiers lourds connus sous le nom de 24 Liberator, ainsi que d'autres appareils, furent envoyés en mer pour patrouiller la côte aux côtés de la marine, qui menait simultanément ses propres opérations. Mais il y avait un tronçon de mer où le danger était plus concentré, plus implacable et plus meurtrier que partout ailleurs. De janvier 1942 à 1943, les U-Boots allemands semèrent la dévastation au large des côtes de Caroline du Nord, spécifiquement dans les eaux autour du Cap Hatteras et de l'île Ocracoke, une région connue sous le nom de Outer Banks. Le 19 janvier 1942, un U-Boot allemand coula le cargo américain de 100 mètres City of Atlanta, l'envoyant par le fond et tuant 44 des 47 hommes à bord. Le même U-Boot attaqua 2 autres navires quelques heures plus tard, et ce n'était que le début. La classification du U-Boot comme strictement sous-marin n'était pas entièrement exacte. En réalité, le U-Boot était davantage un navire de guerre capable de plonger et de rester sous l'eau pendant de courtes périodes. Il ne pouvait parcourir qu'environ 100 km en immersion avant de devoir refaire surface pour renouveler son air. Ces bâtiments attaquaient souvent des navires en surface à l'aide de canons montés sur le pont, mais ils étaient tout aussi capables de détruire des cibles sous la ligne de flottaison. Les experts militaires les considéraient comme, parmi les navires de guerre, les mieux conçus au monde. À mesure que la menace allemande s'intensifiait, la réponse américaine s'intensifiait également. Les systèmes de défense furent rapidement renforcés. Le 14 avril 1942, le premier U-Boot allemand capturé par la marine américaine dans les eaux des États-Unis fut coulé à 26 km au sud-est de Nags Head, en Caroline du Nord. Dans les 2 mois suivants, 3 autres U-Boots furent détruits tout le long de la côte de Caroline du Nord, portant le total à 4 victoires ennemies, le chiffre le plus élevé de tout État. Au cours des 6 mois suivants, 397 navires avaient été coulés ou endommagés, et plus de 5000 personnes tuées. Même si ces batailles faisaient rage dans le golfe du Mexique et tout le long de la côte est, c'étaient les eaux au large du Cap Hatteras qui voyaient le plus d'activité ennemie. Le surnom était inévitable et glaçant, Torpedo Junction. Le gouvernement garda une grande partie de ces informations classifiées, ne souhaitant pas perturber le public américain, mais les gens qui vivaient près des Outer Banks connaissaient la vérité. Ils auraient été les premiers à vous dire à quel point les États-Unis faillirent être menacés sur leur propre seuil. À ce jour, un sous-marin allemand gît à seulement 16 km au large de Wilmington, en Caroline du Nord, reposant à 36 mètres de fond, une froide tombe d'acier immergé qui renferme encore les corps de ces soldats allemands perdus, flottant silencieusement à l'intérieur d'écoutilles scellées. Torpedo Junction, un rappel constant de la proximité à laquelle la main de Hitler parvint du sol américain. Demandez à quiconque vivait près des Outer Banks, et ils seraient les premiers à vous dire comment leur foyer et leur communauté avaient été marqués de ce surnom effrayant. Comment la guerre n'était pas quelque événement lointain, se déroulant de l'autre côté de l'océan, mais quelque chose qui se déroulait dans leur arrière-cour. Le bruit des explosions portait sur l'eau, la lueur des navires en flammes se voyait depuis le rivage, et les corps de marins marchands s'échouaient sur les plages où, quelques années auparavant seulement, des familles avaient étendu leur couverture de pique-nique. Tout cela constitue un rappel constant de la proximité
à laquelle la main de Hitler parvint du sol américain, spécifiquement la côte de Caroline du Nord. Et c'est dans cet environnement de peur et d'urgence, de patrouilles côtières et de chasse désespérée aux sous-marins que notre histoire commence vraiment. Car avant les vols secrets et les largages de minuit au-dessus de la France occupée, il y avait un jeune homme qui avait grandi à portée d'oreille de ses os. Même un jeune homme qui allait bientôt troquer les dangers familiers de son foyer contre les dangers inconnus d'une guerre qui le porterait à travers l'Atlantique et dans les livres d'histoire. Avant toute cette activité guerrière atlantique, avant 1939, quand Hitler commença à mettre en œuvre son plan maître, pour reconquérir la gloire que l'Allemagne avait perdue dans la Première Guerre mondiale, dans une petite ville appelée Tehachi, en Caroline du Nord. Un jeune homme, dans la vingtaine du nom de Henry D. Macmillan Jr. vivait simplement sa vie en grandissant. Sa famille comptait tout pour lui. Il était très proche de sa mère, Louise Bland Macmillan, et de son père travailleur, Henry Macmillan Sr. Ils vivaient dans une maison petite mais confortable, et l'église occupait une place importante dans leur vie. Le grand-père d'Henry D., Abraham Francis Bland, avait été entrepreneur dans le comté de Duplin après son retour de la guerre de sécession, et il avait contribué à construire l'église presbytérienne de Tehachi, une église qui se dresse encore aujourd'hui. Son grand-père avait également construit l'épicerie de Tehachi en 1908 que le père d'Henry D., connu de tous sous le nom de Jude, et ses fils allaient exploiter. Comme s'en souvint un membre de la famille, nous voulions en savoir davantage sur Henry D. et on nous dit qu'il était très aventureux, très extraverti et qu'il avait une grande personnalité. Cet esprit allait définir chaque chapitre de sa vie. Même petit garçon, il avait une inclination pour le militaire et quoi qu'il fît, il était toujours le centre de l'attention. Dans une petite ville comme Tehachi, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais Henry D. était toujours en quête d'aventure sous une forme ou une autre. Il découvrit qu'il pouvait gagner de l'argent dans le florissant commerce des jukebox en achetant, vendant et entretenant ses appareils dans les dîners et les salles de danse locaux de la région. Et c'est ce qu'il fit pendant les 5 années suivantes environ. Mais bien qu'il fût un travailleur acharné, il avait toujours l'œil pour les filles. Et un jour, alors qu'il installait un jukebox dans une petite salle communautaire de la ville voisine de Warsaw, il aperçut une jeune fille qui attira immédiatement son regard. Elle s'appelait Rachel, et le courant passa instantanément entre eux. Quand ils n'étaient pas ensemble, ils s'écrivaient constamment. L'une de ces lettres capture la douceur de ses premiers temps. « Très cher Henry II », écrivit-elle. « Je suppose que tu seras un peu surpris d'avoir de mes nouvelles, mais j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui, et j'ai finalement décidé d'écrire. As-tu reçu une carte pour le bal? J'espère que tu pourras venir. » Elle signa simplement « Sois sage jusqu'à ce que je te voie. Je t'aime, Rachel. » Mais les vieilles habitudes d'Henry D. avaient une façon de le rattraper. Il était athlétique, beau, et n'avoir que l'embarras du choix parmi les jeunes femmes de la région n'avait jamais été un problème pour lui. Avant de rencontrer Rachel, il avait l'habitude de se vanter auprès de ses amis. Pourquoi rendre heureuse une seule fille quand il pouvait les rendre toutes heureuses? C'était une attitude qui allait toujours se retourner contre lui, surtout dans une relation sérieuse, comme celle dans laquelle il se trouvait désormais. Les rumeurs voyageaient vite dans une petite ville. Rachel, qui vivait juste en bas de la route à Warsaw, finit par en entendre assez. Elle en avait assez des « aventures » d'Henry D. et elle rompit. La lettre qu'elle lui envoya ressemblait moins à une rupture qu'à un verdict. « Henry D., je suppose que tu seras à la fois surpris et contrarié d'avoir de mes nouvelles. Cependant, je t'épargne une lettre, juste un mot, pour te faire savoir que je veux ma bague. Je pensais que tu serais au moins assez décent pour me la renvoyer. » Puis, avec une dernière pique tranchante comme du verre, « J'entends que c'est tout à fait une habitude chez toi de prendre des bagues peu, être que tu es un accumulateur. Si c'est le cas, je te suggère d'essayer le magasin à 1 sou. Juste Rachel. » Pendant les quelques années suivantes, Henry D. continua comme à l'habitude, tirant le meilleur parti de la vie qu'il pouvait. Mais cet esprit agité et aventureux qu'il habitait le tirait dans une direction dont il ne reviendrait pas. Le 7 décembre 1941, une date qui vivra dans l'infamie, comme le président Roosevelt allait le dire à la nation, l'Empire du Japon lança sa tristement célèbre attaque sur Pearl Harbor. Les États-Unis d'Amérique furent soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Et le monde d'Henry D. Macmillan changea du jour au lendemain. Un ami de la famille, Raphael Sims IV, l'arrière-arrière-petit-fils du héros de la guerre de sécession, l'amiral Raphael Sims, qui avait commandé le CSS Alabama, était l'un des rares pilotes à avoir pu décoller pendant l'attaque, depuis le pont du croiseur USS St. Louis.
Sa famille se souvint plus tard que Sims faillit plusieurs fois être abattu par des tirs amis lors de ce combat chaotique. Ironiquement, comme son arrière-arrière-grand-père avant lui, Sims IV servirait plus tard à bord d'un navire de guerre portant le même nom d'Alabama, le cuirassé USS Alabama. La Seconde Guerre mondiale faisant déjà rage en Europe et maintenant l'Amérique pleinement engagée dans la lutte après Pearl Harbor, Henry D prit sa décision. Comme il le dit toujours, tout le monde va rentrer avec toutes ces grandes histoires de guerre, je ne veux pas être laissé pour compte. C'était un sentiment partagé par des millions de jeunes Américains dans ces semaines après Pearl Harbor, le sentiment que c'était le moment décisif de leur génération et qui restait à l'écart était impensable. Et ainsi, Henry D ferma boutique, fit ses bagages, dit au revoir à sa famille et à ses amis et prit la route pour Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il y avait juste un petit problème. Quand il se présenta pour rejoindre le corps aérien de l'armée, on lui demanda des explications sur les cicatrices de ses jambes. Ces cicatrices venaient d'un jour, des années auparavant, quand lui et ses amis avaient sauté sur un train de marchandises. L'un des garçons était tombé et était sur le point d'être écrasé par la porte d'un wagon qui se refermait. Henry D l'avait poussé hors du chemin et ce faisant, la porte se referma sur ses deux jambes et les brisa. Il avait sauvé son ami d'une mort certaine. Mais pour éviter toute complication lors de sa visite médicale d'enrôlement, Henry D dit aux examinateurs que les cicatrices n'étaient que des taches de naissance. Il s'enrôla dans le corps aérien de l'armée le 6 août 1942 et fut envoyé à l'école de tir aérien de Harlingen, au Texas. C'était un programme d'entraînement intensif de 6 semaines, portant à la fois sur le tir air-air et surface-air, utilisant des appareils allant des bombardiers lourds comme le B-17 Forteresse volante et le B-24 Liberator, aux chasseurs comme le B-63 King Cobra, l'At-6 Texan et le B-Tetris Valiant. En quelques mois, Henry D. McMillan Jr. fut diplômé comme mitrailleur aérien le 20 et en octobre 1942 et promu sergent le jour de sa remise de diplôme. Le garçon de THA était maintenant un soldat et la guerre l'attendait. Peu après la remise de diplôme d'Henry D. sur la côte ouest, l'une des figures militaires les plus importantes à émerger de la Seconde Guerre mondiale faisait ses propres préparatifs. Le lieutenant-colonel Clifford F. Line, qui avait été en poste en Californie avec le major Robert Fish à la tête du 46 escadron anti-sous-marin, se préparait à déplacer ses unités vers la côte est. En mars 1943, le 46 atterrit à la station des marines de Cherry Point, en Caroline du Nord. Ils commencèrent éventuellement à passer au B-24 Liberator, dont les capacités longue portée et la puissance de feu le rendaient bien mieux adapté à la guerre anti-sous-marine. Un ordre général fut émis pour rebaptiser l'unité, ce qui avait été le 46 devint le 22 escadron anti-sous-marin lourd, et ils furent déplacés à l'aérodrome de Blumenthal, à Wilmington, en Caroline du Nord. À peu près au même moment, Henry D. McMillan arriva à Cherry Point pour rejoindre la 25L anti-sous-marine, et fut affecté au 22 escadron anti-sous-marin sous le commandement du lieutenant-colonel Eflin. Au cours des mois suivants à Blumenthal, Henry D. se plongea dans l'entraînement final pour les missions de patrouille anti-sous-marine au large des côtes de Caroline du Nord, survolant les eaux mêmes de Torpedo Junction où les U-boots allemands avaient causé tant de dévastation. Il fut affecté à l'équipage du pilote lieutenant Wilmer Staples comme mitrailleur de flanc et ingénieur à bord d'un B-24 Liberator. Le fils du lieutenant Staples se souviendrait plus tard des mémoires de son père sur ces jours-là. Mon père, le lieutenant Wilmer L. Staples, était un pilote hautement décoré. Il commença sa carrière dans la Seconde Guerre mondiale en pilotant des bombardiers. Ce dont je me souviens le plus des histoires de guerre de mon père concernant son équipage original de 1942, c'est que mon père parlait toujours d'Henry D. McMillan Jr., quel beau et formidable jeune homme il était. Il était toujours l'un des membres d'équipage les plus performants de mon père. Henry D. s'entraîna également occasionnellement à Camp Davis, une école de tir aérien à moins de 30 km de Wilmington. La région environnante avait autrefois été le site d'un fort de la guerre de sécession connu sous le nom de Fort Fisher, et offrait un emplacement parfait pour les exercices de tir. Dans l'un de ces étranges échos de l'histoire, le propre grand-père d'Henry D., Abraham Francis Bland, avait été en poste à ce même Fort Fisher pendant la guerre de sécession, servant comme membre du 1er régiment d'artillerie de Caroline du Nord. La ville la plus proche de Camp Davis était Holly Ridge, et l'équipage avait l'habitude de plaisanter sur le fait que l'endroit était si petit l'appelant, dans un jeu de mots humoristique, une Boomtown. Boom, vous êtes dedans. Boom, vous êtes dehors. Mais la majeure partie du temps d'Henry D. se passait à Blumenthal, à effectuer des patrouilles anti-sous-marines tout au long de 1943. Puis,
les ordres arrivèrent. Le lieutenant-colonel Eflin devait sélectionner 12 équipages de la 25L anti-sous-marine, spécifiquement du 4e escadron anti-sous-marin basé à Langley Field, en Virginie, et du 22 à Blumenthal, et les préparer à se déplacer outre-mer. Leur destination, la base aérienne de l'armée américaine, à Dunkswell, en Angleterre. Henry D. Macmillan allait goûter au vrai combat qu'il cherchait, avec la chance de voler au large des côtes européennes et d'affronter directement la machine de guerre d'Hitler. Cet esprit aventureux qui l'avait poussé à s'enrôler, à gravir le rang de sergent et à être choisi personnellement comme l'un des 12 équipages volant outre-mer avec Eflin, le major Fish, et 2 autres qui deviendraient plus tard des leaders à part entière, le major Rodman, St. Clair et le major Robert Boone allaient être mis à l'épreuve d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils allaient faire face à l'essentiel de la flotte de U-boots allemands dans le golfe de Gascogne, où les sous-marins voyageaient en meute et ripostaient férocement quand ils étaient acculés. Et depuis les cieux au-dessus, ils auraient à affronter les pilotes chevronnés de la Luftwaffe d'Hitler, qui affinaient leurs compétences depuis 4 ans de guerre. Mais rien de tout cela ne découragea Henry D. Macmillan. Si quoi que ce soit, c'était exactement pourquoi il s'était engagé. Le garçon de Tiachet, le réparateur de jukebox qui avait autrefois sauté sur des trains de marchandises pour le frisson, fonçait dans la tempête, et il était prêt. En août 1943, Henry D. Macmillan et son 22 escadron anti-sous-marin furent déployés à Dunkeswell, en Angleterre, pour effectuer des patrouilles anti-U-boots au-dessus du golfe de Gascogne. La base de Dunkeswell était loin du confort relatif de Blumenthal. Le temps anglais était épouvantable, brouillard, pluie et froid, qui s'insinuaient dans les eaux d'hommes qui avaient grandi sous les hivers doux du sud américain. Mais la météo était le moindre de leurs soucis. Une fois là, Henry D. sut immédiatement que cette action serait bien plus intense et dangereuse que tout ce qu'il avait connu à Wilmington. Le golfe de Gascogne était un terrain de mise à mort. Ce n'était pas seulement la concentration de U-boots allemands qui avait augmenté ces eaux, servait de principale voie de transit pour les sous-marins quittant leur base fortifiée sur la côte française. Il y avait aussi la menace constante de la Luftwaffe, dont les chasseurs assuraient une couverture meurtrière depuis les cieux, prêts à fondre sur tout appareil allié qui s'aventurait trop près des couloirs sous-marins. À travers toute cette intense activité ennemie, le sergent Macmillan continua de voler avec le même équipage qui était ensemble depuis le début 1943 à Blumenthal, l'équipage du lieutenant Wilmer Staples, où Henry D. servait comme mitrailleur de flanc, ingénieur et occasionnellement comme répartiteur. Toujours membre du 22 escadron anti-sous-marin, il effectuait plusieurs missions de patrouille par mois, chacune durant 10 à 13 heures au-dessus des eaux grises et hostiles du Golfe. Ils rencontrèrent une intense activité ennemie, aussi bien depuis les profondeurs que depuis les hauteurs. Les tirs antiaériens des U-boots en surface étaient d'une précision mortelle, et les chasseurs de la Luftwaffe étaient expérimentés et agressifs. Chaque mission était un pari. Le fils du lieutenant Staples se souvint « J'ai écouté beaucoup des histoires de guerre de mon père, tout depuis ses missions aux États-Unis, jusqu'à ses missions outre-mer, en Angleterre et en Allemagne. Parmi les choses dont je me souviens le plus, il y avait toutes les médailles remarquables que mon père reçut. L'une des plus distinguées était la Distinguished Flying Cross. Toute sa carrière, il ne fit que voler, et il prit sa retraite en 1960. Mais ce ne fut pas longtemps après l'arrivée à Dunkeswell que les choses commencèrent à changer. Des rumeurs commencèrent à circuler sur des réaffectations possibles, voire des transferts vers d'autres bases aériennes en Angleterre. Personne ne pouvait en être sûr, mais le changement était définitivement à l'horizon. À l'approche de fin octobre 1943, ces rumeurs furent vérifiées comme étant des faits. Le 19 octobre, comme noté dans le propre journal de vol d'Henry D. Macmillan, il effectua une dernière mission de combat anti-sous-marine de 13 heures avec Staples. Ils eurent ensuite une pause prolongée, à l'exception d'un seul vol d'entraînement de 3 heures, le 26 octobre. C'est durant cette tranquille période de 6 jours que les plans pour l'une des opérations les plus secrètes et les plus dangereuses de toute la guerre allaient être mises en mouvement. Le 24 octobre 1943, le lieutenant-colonel Eflin, commandant du 22 escadron anti-sous-marin, ainsi que le major Robert Fish et une poignée d'autres chefs d'escadron, furent convoqués à une réunion top secrète à la base aérienne de Bovingdon, à l'ouest de Londres. C'est là qu'ils rencontrèrent le sommet de la 8e force aérienne, sous le commandement du général de brigade Ira C. Hicker. Assistaient également à la réunion plusieurs hauts responsables du Bureau des services stratégiques américains, l'OSS, sous le commandement de son directeur, William Donovan. L'OSS, comme l'histoire le révélerait plus tard, deviendrait finalement l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de CIA. Pour comprendre ce qui allait être demandé à ces hommes, il faut comprendre ce qui se passait sur le terrain en France, alors que la guerre entrait dans ses dernières années. Depuis 1939, le monde était pris dans l'un des conflits les plus dévastateurs et les plus brutaux qu'il eût jamais connus.
Mais à la fin 1943 et en 1944, la marée en Europe avait commencé à tourner. Des poches de résistance s'étaient formées à travers les territoires occupés. En France, le danger était constant pour ces combattants. Beaucoup étaient exécutés s'ils étaient capturés. Depuis leurs cachettes souterraines, dans des bâtiments calcinés, dans des caves et des greniers, la résistance française, hommes et femmes, infiltraient le haut commandement allemand, se liaient d'amitié avec les troupes au sol et transmettaient par radio les renseignements qu'elles recueillaient, notamment les mouvements de troupes allemandes et les emplacements des stocks d'armes. Les Alliés réalisèrent à quel point ces informations étaient cruciales pour l'effort de guerre. Un plan pour aider la résistance française devait être mis en place, et ces 12 équipages des escadrons anti-sous-marins étaient ceux choisis pour le mener à bien. Durant la réunion à Bovingdon, des séances d'information étaient en cours pour communiquer une toute nouvelle mission. Effelin et ses hommes furent informés que désormais, les 22 et 4e escadrons n'étaient plus nécessaires pour la patrouille anti-sous-marine. Ces fonctions étaient transmises à la marine américaine et les 2 escadrons étaient désactivés. À leur place, vint une nouvelle directive, opérant sous le nom de code Carpetbagger. La mission était extraordinaire. Ils étaient chargés de la responsabilité de parachuter des saboteurs, des agents de renseignement, des armes et des ravitaillements à la résistance française et à d'autres poches de résistance au cœur du territoire occupé par les Allemands. Ils opéreraient sous le commandement aérien direct de l'OSS, tout en travaillant étroitement en collaboration avec les officiers de renseignement britanniques du Special Operations Executive, connu sous le nom de SOE. Avec cette nouvelle mission vinrent de nouvelles désignations. Ce qui avait été les 22 et 4e escadrons devinrent le 36 et le 406. Le lieutenant-colonel Effelin prit le commandement du 406 avec le capitaine Robert Boone comme officier des opérations. Le major Robert Fish commanderait le 36 avec le capitaine Rodman Stan Clair comme officier des opérations. Les 2 escadrons reçurent l'ordre de déplacer leurs opérations vers la base aérienne d'Alconbury et furent attachés au 482 Bomb Group Pathfinder. Au retour de Effelin, Fish et le reste des commandants à Dunkeswell, la mission Carpetbagger fut mise en action et une frénésie d'activité commença. Les équipes au sol entreprirent l'immense tâche de reconfigurer les massifs BIN-4 Liberators, passant de bombardiers anti-sous-marins à quelque chose d'entièrement différent. Des appareils furtifs capables d'effectuer des missions nocturnes à basse altitude sans détection par les radars allemands, leur permettant de larguer ravitaillement et personnel de la résistance française aux forces cachées au sol. Les modifications étaient extensives et elles devaient être achevées dans un court délai. La tourelle inférieure du mitrailleur fut entièrement retirée, laissant un orifice dans le ventre de l'appareil d'environ 112 cm de diamètre. Il fut garni de métal lisse et un plancher en contreplaqué fut fabriqué pour couvrir la sortie. Une main courante fut fixée sur le côté de l'ouverture, avec 2 points d'accrochage solides pour les câbles statiques des parachutes. Le moment venu, le personnel ou les ravitaillements seraient largués par cette ouverture, que les équipages appelaient le trou à Joe. Le nom venait de la coutume d'appeler les agents secrets ou espions Joes, et dans le cas des agentes féminines, Joséphine. D'autres modifications comprenaient le retrait des canons de nez pour permettre une meilleure navigation à vue, car les repères au sol devaient être visibles pour guider les équipages vers leur zone de largage cible. Les appareils furent peints en noir du nez à la queue. Des rideaux noirs furent installés sur toutes les fenêtres, susceptibles d'émettre de la lumière provenant des équipements internes radio, instruments, tout ce qui pourrait être repéré par l'ennemi en dessous. Pendant que ces modifications étaient en cours à Alconbury, un groupe sélect de commandants, de pilotes et d'équipages fut transféré pour un service temporaire à la base de la Royal Air Force de Chelmsford, dans le Bedfordshire, au nord de Londres. La Royal Air Force effectuait ce type de mission depuis un certain temps, et l'objectif était d'associer les Américains aux Britanniques pour une formation en classe et dans les airs. Ces nouveaux équipages américains Carpetbagger devaient apprendre les techniques périlleuses de vol à 150 à 180 mètres au-dessus du sol, à travers les montagnes et les terrains en constante évolution, au cœur de la nuit. Ils devaient également maîtriser les méthodes permettant de maintenir le lourd appareil en vol à des vitesses extrêmement basses, permettant au ravitaillement et aux agents secrets hommes et femmes d'être parachutés depuis le ventre de l'appareil et d'atterrir aussi près que possible de leur cible. Les premiers Américains à recevoir cette formation furent le major Robert Fish, le lieutenant Sullivan et un équipage sous les ordres du capitaine Robert Boone. Ils furent instruits dans les techniques, puis informés qu'ils effectueraient leur première mission d'entraînement réelle durant les périodes de pleine lune de novembre et décembre, utilisant le clair de lune pour voir plus clairement leur route de vol, leur cible de largage. À mesure que davantage d'Américains arrivèrent à Chelmsford en novembre, chaque pilote effectua 2 missions nocturnes comme copilote avec un officier de la Royal Air Force aux commandes. Bien que ces missions fussent des missions d'entraînement, elles étaient toujours dangereuses. La
La première victime américaine fut le capitaine James E. Est, qui avait précédemment volé depuis Langley Field, en Virginie, avec le premier groupe de recherche et d'attaque en mer et qui avait de justesse échappé à la mort une fois déjà en pilotant son Bin 4 au-dessus du golfe de Gascogne. Cette fois, cependant, il ne fut pas aussi chanceux. Quelques nuits plus tard, le lieutenant Gross ainsi que son homologue de la Royal Air Force furent également portés disparus. Ce furent ces premières pertes qui incitèrent le lieutenant-colonel Flynn à émettre un ordre critique. Pas plus d'un de ses équipages en position de commandement ne pouvait voler lors d'une même mission de combat. Le coût de la perte de leaders expérimentés était tout simplement trop élevé. Une fois la formation à Thamesford terminée, les commandants, pilotes et équipages revinrent à Alconbury et commencèrent les préparatifs finaux. Plusieurs changements de commandement furent effectués. Le 14 décembre 1943, Flynn et Fish furent promus et placés à la tête du 482 Bomb Group Pathfinder. Flynn allait désormais servir comme officier exécutif aérien supérieur pour toutes les opérations Carpetbagger, tandis que Fish devenait officier des opérations du projet spécial Carpetbagger. Pour combler le vide laissé par ces promotions, les officiers des opérations actuelles montèrent en grade. Le capitaine Robert Boone prit le commandement du 406 avec le lieutenant Lyman Sanders comme officier des opérations. Le capitaine Stan Clair fut promu commandant du 36 escadron, avec le capitaine Robert L. Williams assumant le rôle d'officier des opérations. Il y avait tout autant de changements parmi les pilotes et les équipages sur les lignes de vol d'Alconbury et Henry D. Macmillan se trouvaient au milieu de tout cela. Il avait passé toute l'année à voler et à s'entraîner avec l'équipage de Wilmer Staples sous le commandement de Flynn tout le chemin depuis les jours à Wilmington avec le 22 escadron anti-sous-marin. Mais maintenant, dans le cadre des escadrons Carpetbagger, les équipages étaient divisés et réaffectés. Bien que la majorité de l'équipage de Staple restât ensemble pour la plupart des missions Carpetbagger à venir, c'est durant décembre 1943 qu'Henry D. commença à passer du temps et à s'entraîner avec une partie de l'équipage du pilote Robert Williams. Le capitaine Williams venait d'être promu à son poste de bureau comme officier des opérations, ce qui réduisait considérablement ses heures de vol effectives à seulement environ 40 heures pour tout le mois de décembre. Mais sur la ligne de vol, Henry D. nouait de solides relations avec les hommes de l'équipage de Williams, aussi bien professionnellement que personnellement. C'étaient les hommes du B-24 Liberator baptisé Slightly Dangerous, légèrement dangereux. Il y avait Glenn O. Wichner, l'opérateur radio du Dakota du Sud, le navigateur Milton Remling du Texas, diplômé de l'université St. Mary's et de l'université Purdue, le mitrailleur de queue Eddie Rush de Géorgie. Ils portaient tous des photographies qu'ils étaient fiers de montrer à quiconque le demandait. Wichner avait une photo de lui avec sa sœur. Remling gardait une photographie de son jour de mariage avec sa femme Dorothy. Eddie Rush en portait une de sa femme Monica. Même le capitaine Williams avait une photo de sa femme prise dans la cour de leur maison à Kansas City. Ces photos étaient des talismans de petits carrés de papier qui les reliaient aux vies qu'ils avaient laissées derrière eux et aux avenirs qu'ils espéraient retrouver. Henry D. commença à travailler avec l'équipage pour reconfigurer l'appareil pour les nouvelles missions Carpetbagger, leur permettant de larguer ravitaillement et agents aux forces de la résistance française profondément derrière les lignes ennemies. Et même si tous ceux impliqués savaient que ces missions allaient être extrêmement périlleuses, ils essayaient de garder leur esprit concentré sur le travail à accomplir. Ainsi, finalement, après des années d'entraînement et de service au large des côtes de Wilmington, en Caroline du Nord, après avoir effectué des missions avec la première force aérienne et le 22 escadron anti-sous-marin, Henry D. Macmillan Jr. avait rapidement gravi les échelons, était transféré en Angleterre, était devenu membre de la puissante 8e force aérienne et se trouvait désormais à quelques semaines d'être l'un des 8 membres d'équipage soigneusement sélectionnés pour effectuer la toute première mission Carpetbagger entièrement américaine à bord d'un B-24D, Liberator nouvellement reconfiguré. Enfin, cet esprit d'aventure l'avait placé en position de faire l'histoire. Et mieux encore, il le ferait avec certains des mêmes équipages et amis avec lesquels il volait depuis plus d'un an. Ce serait la première de nombreuses missions organisées par l'OSS américain et le SOE britannique des vols qui s'élanceraient dans le ciel nocturne et deviendrait l'une des opérations les plus secrètes de toute la part. Seconde Guerre mondiale, Henry D. Macmillan et le reste de son équipage quitteraient la piste dans l'obscurité de la nuit pour apporter une aide bien nécessaire aux nombreuses poches de la résistance française cachées profondément derrière les lignes ennemies en France occupée. À moins d'un mois de cet épique et dangereux premier vol Carpetbagger américain, Henry D.
avait le temps de réfléchir sur sa vie et ses accomplissements. Faire partie d'une mission aussi importante était, de l'avis de tous, un peu écrasant. Dans sa ville natale de THC, il avait réussi à se tailler une vie décente dans le commerce des jukebox achetant, vendant et entretenant des machines dans les salles de danse et les dîners à travers le comté de Duplain. Mais cela pâlissait en comparaison de l'immense entreprise qu'il préparait maintenant tout au service de son pays. Pendant ce temps, les 2 escadrons subissaient également des changements administratifs. Toujours affectés au 482 Bomb Group Pathfinder à Alconbury à la mi-décembre, ils furent détachés de la première division de bombardement de la force aérienne et réaffectés à la 8e force aérienne. Ils allaient devenir les seules unités de la 8e à être officiellement activées au Royaume-Uni de toutes pièces. Et à l'approche de la fin décembre, le premier équipage entièrement américain qui allait entrer dans l'histoire en effectuant la première mission Carpetbagger était en train d'être constitué sur le papier. Listé sur le rapport de mission et le plan de vol actuel, l'équipage Carpetbagger historique était, à toute fin pratique, l'équipage de Wilmer Staples et ils utiliseraient son appareil. Il y avait cependant quelques exceptions. Pour cette mission, le lieutenant-colonel Clifford F. Lane serait le pilote principal, tandis que Wilmer Staples volerait comme copilote. Et inscrit en bas à gauche du plan de vol, se trouvait le nom d'Henry D. Macmillan, précédé des lettres F. L.T., le désignant peut être comme lieutenant de vol. Il n'était pas inhabituel, lors de ces missions Carpetbagger, de voir des noms ajoutés ou modifiés à la dernière minute sur les rapports de mission, comme ce fut le cas avec le nom de Macmillan sur le plan de vol de cette première mission. Mike Remling, le fils de Milton Remling, partagerait plus tard ce qu'il savait de son père. Ce que je sais de mon père m'a été raconté par ma mère, ses parents et son frère. Les Remling arrivèrent au Texas dans les premières années de l'histoire du Texas. Certains devinrent des Texas Rangers, certains devinrent des hors-la-loi et certains devinrent des cow-boys. Milton s'était engagé à Fort Sam Houston et avait obtenu ses ailes de navigateur à Kelly Field à San Antonio. En mai 1942, avec le grade de premier lieutenant, il était rentré chez lui pour épouser sa bien-aimée, mais fut bientôt affecté au 46 escadron. Sa femme raconta plus tard à leur fils qu'elle prit un train pour Cherry Point, et n'ayant rien planifié, le bébé dormit dans un tiroir. Milton vit son fils quand le garçon avait 3 mois, avant de s'embarquer pour l'Angleterre. À l'approche du vol Carpetbagger du 4 janvier, Henry D. parvint à enregistrer quelques heures d'entraînement en vol les 16, 20 et 22 décembre, volant avec divers pilotes locaux autour de la base. Mais à des milliers de kilomètres de là, sa famille à THS se préparait pour Noël et écrivait des lettres pour lui remonter le moral. La lettre de sa mère arriva pleine de chaleur. « Mon cher Henry, ta lettre reçue la semaine dernière. Si contente d'avoir de tes nouvelles. Nous sommes tellement ravis des nouvelles et espérons vraiment que tout sera terminé en 1944. Nous allons tous bien, mais il fait tellement nuageux et pluvieux. » Elle mentionna avoir essayé de faire prendre des photos de bébé, demanda s'il avait reçu ses cadeaux de Noël et signa avec la tendresse que seule une mère peut offrir. Son père ajouta un post-scriptum en bas, « Cher H.D.M. Junior, écris-nous chaque semaine. Nous t'écrivons chaque dimanche. Alors au revoir et écris-nous aussi souvent que tu peux. Comme ça, nous savons que tu vas bien. Veux-tu qu'on t'envoie quelque chose? Si oui, dis-le nous. Espérons que tu vas bien. De papa. » Henry D. avait lui aussi écrit chez lui. Bien qu'il ne pût pas dire grand-chose sur ce qui venait, il écrivit « Chère maman et cher papa, j'espère que tout va bien à la maison. J'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois à Alconbury. Il s'est passé beaucoup de choses par ici et il semble que notre mission s'apprête à beaucoup changer au début de la nouvelle année. On ne chasse plus les U-boots allemands, c'est sûr. Mais c'est une nouvelle mission importante. Je ne peux pas en dire trop. C'est top secret par ici, mais je crois que vous et papa seriez fiers. » Il conclut par ces mots « Eh bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Dites bonjour à tout le monde de ma part. Je vous aime tous les deux. Avec amour, Henry D. Embrassez les petits pour moi. » Le jour de Noël, les hommes de la base firent de leur mieux pour célébrer. Le 26 décembre, l'ami d'Henry D., Louis Peterson, écrivit une lettre chez lui qui brossait un tableau vivant de cette fête. « Cher Flo, Charlotte et Vive, j'espère que vous avez toutes eu un super Noël. Nous avons passé un assez bon moment pendant le week-end. La veille de Noël, après être rentrés d'un vol, nous avons pris quelques verres au club autour de notre arbre de Noël et avons eu une sorte de bœuf avec une batterie et un clairon. Suis allé à la messe le matin de Noël, puis nous avons eu un dîner de dinde sur la base. Dans l'après-midi, le terrain était plein d'enfants invités à notre fête. Ils ont vraiment passé un bon moment. » Il continua. « Dans l'après-midi, nous sommes allés en ville et avons pris le thé à l'hôtel. Le salon était plein d'officiers de la RAF avec leurs femmes et leurs enfants et ça m'a vraiment rendu nostalgique d'être assis seul à les regarder tous.
Il termina avec l'espoir qui portait chaque soldat à travers la guerre. Nous attendons tous Noël prochain avec impatience et peut être un Noël blanc. Tandis que Louis Peterson terminait cette lettre le matin du 26 décembre 1943, le cadeau de Noël qu'il avait mentionné ne pas avoir à voler le jour de Noël était déjà révolu. Cette nuit-là, l'équipage de Robert L. Williams fut convoqué au quartier général de vol. Les premières missions Carpetbagger étaient à peine à une semaine et le haut commandement décida qu'il serait bénéfique d'effectuer au moins un autre vol d'entraînement. Puisque Henry D. McMillan avait déjà été désigné comme membre d'équipage pour la toute première mission Carpetbagger prévue pour le 4 janvier avec le pilote lieutenant-colonel F. Lin et le copilote lieutenant Wilmer Staplezill, semblait judicieux qu'il effectue un dernier vol d'entraînement avant le vol inaugural. Le capitaine Williams, qui avait été en service administratif au quartier général pour la majeure partie de décembre, fut chargé de piloter la mission. L'équipage assemblé pour l'exercice de cette nuit-là était composé principalement des hommes habituels de Williams. Le navigateur Milton L. Remling, le copilote Joseph W. Hanley, le mitrailleur de queue Eddie P. Rush, l'opérateur radio Glenn O. Wichner, l'ingénieur Jesse A. Wallace. 2 membres d'équipage supplémentaires furent affectés. Le bombardier Lewis F. Peterson, le même homme qui avait écrit cette lettre de Noël quelques heures auparavant, est venu de l'équipage de Wilmer Staples, le sergent-ingénieur Henry D. McMillan Jr. Tandis que l'équipage se préparait pour son vol de clair de lune prévu, l'obscurité recouvrit lentement le terrain. Le B-24 Liberator, consolidé celui qu'ils appelaient foi Slightly Dangerous, mit en marche chacun de ses 4 moteurs rugissants sur la ligne de vol. Le son se répercuta à travers toute la base, tandis que le lourd appareil prenait vie. Si proche du début de la première opération Carpetbagger, ce serait une mission d'entraînement sérieuse. Il volerait à des niveaux dangereusement bas, environ 180 mètres au-dessus du sol, de sorte que la navigation et la concentration totale étaient cruciales. Même si le ciel nocturne était sombre, une petite quantité de clair de lune était encore visible. Avec cela, le lourd bombardier commença son taxi lent et méthodique vers la piste. Après une vérification de vol approfondie, les manettes des gaz furent poussées en avant, et l'appareil s'élança dans le ciel nocturne pour ce qui aurait dû être une mission d'entraînement de routine. Le genre que cet équipage avait effectué de nombreuses fois auparavant. Après avoir atteint chaque point de contrôle de leur plan de vol, une mission qui pourrait durer 8 heures, ou plus ils devaient rentrer à l'aérodrome avant le lever du soleil, le 27 décembre, mais ce lever du soleil ne viendrait jamais pour eux. Le B-4 Liberator baptisé Slightly Dangerous s'écrasa sur un flanc de colline anglais, connu sous le nom de Hameldon Tor, tuant chaque membre d'équipage à bord dans ses premières heures du 27 décembre 1943. L'esprit d'aventure qu'Henry D. McMillan Jr. avait vécu toute sa vie fut finalement éteint, à des milliers de kilomètres de la petite ville de Tehachapi, en Caroline du Nord. C'était un jeune homme qui avait sauvé un ami de la mort sur un train de marchandises, qui avait charmé chaque fille du comté de Duplain, qui avait fermé boutique et était parti en guerre parce qu'il ne voulait pas être laissé pour compte. Il avait rapidement gravi les échelons, effectué des patrouilles de combat au-dessus de Torpedo Junction et du golfe de Gascogne, et avait été soigneusement sélectionné pour l'une des missions les plus secrètes de la guerre. Son nom figurait sur le manifeste de ce premier vol, il était censé entrer dans l'histoire le 4 janvier. À la place, Henry D. McMillan entra dans l'histoire comme la première victime de l'opération Carpetbagger tuée lors d'une mission d'entraînement 8 jours, seulement avant que l'opération pour laquelle il s'était entraîné ne prenne enfin son envol. Le fils de Wilmer Staples se souviendrait plus tard. Je me souviens encore quand papa nous raconta combien il était triste quand son bon ami se trouvait à bord du B-24 pour un entraînement de dernière minute et s'écrasa, tuant Henry de McMillan Jr., ainsi que le reste de l'équipage. Tout cela se produisit seulement 4 jours avant qu'Henry D. ne devait s'envoler avec mon père, le lieutenant Staple, et le pilote Clifford F. Flynn. Et je crois que mon père lui a manqué pendant très longtemps, et qu'il a pensé à lui tout au long du reste de sa vie. Un détachement d'hommes sous le commandement du capitaine Jesse Messer fut envoyé depuis Alconbury le 28 décembre pour escorter les corps de l'équipage de Williams depuis la gare ferroviaire de Torquay jusqu'au cimetière de Brookwood. Les hommes furent enterrés. Les épaves calcinées du B-24 furent dégagées au cours des 10 jours suivants. À des milliers de kilomètres de là, à Tehachapi, en Caroline du Nord, la famille d'Henry D. attendait toujours. Sa mère vérifiait la boîte aux lettres chaque jour, espérant une lettre de Noël ou au moins une carte. Ils en avaient envoyé une à Henry D. bien à temps pour qu'elle arrive
avant le jour de Noël. Sûrement, il répondrait « Ce ne fut que le 26 janvier 1944 que quelque chose arriva finalement. » Mais ce n'était pas d'Henry D. C'était sa propre carte de Noël, tamponnée « Retour à l'expéditeur », accompagnée des pires mots qu'elle eût pu imaginer. Le mot qu'elle redoutait depuis des années, il disait simplement « tuer ». Oh, le choc se répercuta dans la famille, comme si leur pire cauchemar était devenu réalité. Et le même deuil fut ressenti par les épouses, les sœurs et les familles de chaque membre de l'équipage de Williams, dispersés à travers les États-Unis, toutes ouvrant leurs propres lettres, toutes apprenant la même vérité dévastatrice.